Le matin où je suis arrivée, mon nom avait déjà disparu de l'annuaire. Mon accès email me rejetait. Mon badge ouvrait encore la porte, mais le bureau ne savait plus qui j'étais. Voilà la cruauté de la trahison en entreprise. Elle ne vous renvoie pas dans les flammes, elle vous efface dans le silence. Ils pensaient qu'en m'ôtant mon titre, ils me priveraient de mon pouvoir. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que le pouvoir n'a jamais résidé dans le bureau vitré. Il vivait dans les validations, les réseaux, les gardiens qui continuaient à venir vers moi en premier. Avant que je ne poursuive mon récit, d'où regardez-vous? Mettez un « j'aime » et abonnez-vous si vous avez déjà subi l'arrogance au travail. Croyez-moi, vous voudrez savoir comment tout cela se termine. Le moment où j'ai franchi la porte du bureau, j'ai su que quelque chose clochait. Mon badge me laissait encore entrer, mais l'air avait changé, comme si un courant s'était inversé contre moi. Je passais devant des bureaux familiers, j'entendais le cliquetis habituel des claviers, je respirais l'odeur de café brûlé qui flottait chaque matin. Mais ma place dans cet écosystème n'existait plus. En arrivant à mon bureau d'angle, celui que j'avais gagné après des années de soirées tardives, de crises réglées et d'équipes discrètement maintenues debout, je me figeais. La porte était ouverte, le bureau vidé, les murs nus. Mon nom avait disparu. Les photos que je gardais dans l'armoire avaient été entassées, dans un carton posé contre le mur comme des preuves saisies sur une scène de crime. Un ordinateur étranger trônait déjà sur le bureau, l'écran faiblement allumé comme pour se moquer de moi. Personne ne leva les yeux. Personne ne dit un mot. On passait devant moi, le regard fuyant, comme si je n'existais plus. Ce n'était pas une erreur, pas un accident. C'était prémédité, exécuté avec une précision chirurgicale et livré dans le silence. 15 années de service venaient de se dissoudre en un seul geste calculé. Ils n'avaient pas eu besoin de me licencier, ni de m'humilier devant les RH. Ils m'avaient effacé en feignant que je n'avais jamais compté, mise à nu. Voilà à quoi ressemble la trahison dans un bureau comme celui-ci. Pas de voix qui s'élève, pas de porte claquée, juste le vide, là où votre nom se trouvait. Je n'ai pas fait irruption dans un bureau pour exiger des réponses. C'est ce qu'ils voulaient, que je craque, que je leur offre un prétexte pour me pousser dehors définitivement. Au lieu de ça, je suis restée immobile, regardant le bureau continuer à tourner autour de moi, comme si j'étais déjà partie. Un jeune employé m'a frôlé avec un classeur, murmurant à un collègue à propos du nouveau directeur. C'était mon premier indice. Celui qui avait pris ma place croyait qu'un bureau d'angle et une plaque polie suffisaient à faire autorité. Il croyait que le titre faisait la puissance. Mais la vérité, c'est que les titres ne sont qu'une façade. Le vrai pouvoir vit dans les lignes invisibles qui relient les gens, dans les signatures qui font bouger les budgets, dans la confiance des assistants qui décident quels appels passent et quels mails s'ignorent. Et ces lignes-là n'avaient pas disparu avec mon nom. Elles étaient toujours miennes, mises à nu. Ils pensaient m'avoir réduit à néant. En réalité, ils m'avaient rendu plus difficile à voir. Et quand on ne peut pas vous voir, on ne peut pas vous arrêter. C'est à cet instant que j'ai compris que ce n'était pas la fin, c'était le début. Le début de quelque chose de plus froid, de plus silencieux et de bien plus irréversible qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Il s'appelait David Thompson, mais il se présentait comme s'il attendait des applaudissements. Fraîchement promu, fraîchement poli, fraîchement persuadé que la plaque vissée sur sa porte le rendait intouchable. Il traversait le bureau avec une assurance un peu trop bruyante, ce genre de confiance qui naît lorsqu'on reçoit le pouvoir sans jamais l'avoir mérité. Les gens lui souriaient parce qu'ils y étaient obligés, pas parce qu'ils le respectaient. Moi, j'observais depuis les marges, invisible, tandis qu'il s'installait dans les réunions que je dirigeais autrefois, débitant des mots creux et imposant des délais qu'il ne respecterait jamais lui-même. Le prétendant. Il croyait que les titres engendraient la loyauté. Il croyait que le bureau était une scène et que tout le monde autour de lui n'attendait que ses directives. Ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est que lorsqu'une crise éclatait, personne ne se tournait vers lui. Les regards glissaient encore vers moi, même dans le couloir, cherchant ce discret signe de tête qui les avait guidés pendant des années. Ces emails s'accumulaient parce que les assistantes passaient d'abord par moi avant de valider les décisions.
Il confondait silence et soumission. Un matin, je l'ai surpris devant un tableau Excel, complètement perdu, avant qu'il ne demande de l'aide à son assistante. Elle lui répondit qu'elle allait vérifier avec moi. Il en rit, mais j'ai vu passer l'ombre d'une irritation dans ses yeux. C'était la première fissure. Le prétendant. Toute son autorité n'était qu'un costume, qu'il portait avec fierté. Mais les costumes s'effilochent vite sous la pression. Il ignorait que le pouvoir ne vit pas dans les bureaux d'angle, ni dans les titres embossés. Il vit dans la confiance invisible de ceux qui font tourner la machine, et cette confiance ne change pas au gré des promotions. Elle reste à celui qui l'a gagnée. Le prétendant. Voilà qui était David, bruyant en surface, creux à l'intérieur. Et tandis que je l'observais se complaire dans sa lumière empruntée, j'ai compris une chose simple. Plus il devenait bruyant, plus il me serait facile de rediriger tout autour de lui vers moi. Il croyait se tenir sur un sol solide, mais il dansait déjà sur du verre. Le pouvoir dans un bureau ne s'affiche pas dans les titres ni dans les plans d'étage. Il se cache dans des courants invisibles que personne ne remarque jusqu'au moment où il s'y retrouve piégé. Ces courants, je les voyais mieux que quiconque parce que je les avais tissés moi-même au fil des années. Les fournisseurs continuaient de m'appeler en premier quand un contrat devait être validé. Les chefs de projet passaient encore par mon bureau pour s'assurer que les budgets étaient approuvés. Même le responsable informatique, celui qui pouvait éteindre tout le réseau d'une simple touche, s'appuyait toujours sur moi pour décider quelle mise à jour système devait être prioritaire. David avait peut-être le titre de nouveau directeur, mais il était une île sans pont. Moi, j'étais les ponts. La toile invisible. Les assistantes venaient à moi par habitude, elles voulaient savoir quelle réunion comptait, quel rapport n'était compte que du bruit, quel délai était sérieux. Je n'annonçais jamais mon autorité, je n'en avais pas besoin. Quand on demandait par qui faire valider une approbation, mon nom circulait encore à voix basse, pas le sien. Ce n'était pas de la loyauté par rébellion, c'était de l'efficacité. Elle savait tant que je répondrais vite, clairement, avec le contexte nécessaire. David, lui, transformait chaque question en spectacle. Il temporisait, il posait, il perdait du temps. Et personne, dans un bureau, n'a de patience pour le temps perdu. La toile invisible. Même les plus petits détails me montraient où se trouvait la véritable gravité. La responsable administrative m'envoyait les factures de fournitures à signer, sans réfléchir. Les RH me demandaient de relire les supports de formation avant diffusion, même si, en théorie, c'était désormais du ressort de David. Ce n'était pas des erreurs. C'était alors les sillons d'un système façonné autour de moi depuis des années. Et ces sillons ne changent pas simplement parce que quelqu'un de nouveau s'assoit sur une chaise. La toile invisible. David croyait au symbole, son nouveau bureau, ses cartes de visite imprimées, sa plaque rutilante sur la porte qui fut autrefois la mienne. Moi, je croyais à la fonction. La fonction ne porte pas de costume, elle n'a pas besoin de se proclamer. Elle agit en silence, guidant là où le travail s'accomplit vraiment. Et ce que je voyais, c'était une machine qui continuait à fonctionner à travers moi. La toile invisible. C'était mon levier. C'était mon pouvoir. Il avait le titre. Moi, j'avais le courant. Et un courant, une fois redirigé, peut tout emporter avant que quiconque ne comprenne ce qui est en train de se passer. Tout a commencé par de petites choses, ces faveurs que personne ne remet en question. Une chef de projet est passée avec un rapport nécessitant une signature. « David est débordé », dit-elle, un peu gênée, en glissant le dossier vers moi. « Tu peux y jeter un œil rapidement pour qu'on avance ?» J'ai hoché la tête, signé et renvoyé le tout. Pas de bruit, pas d'annonce. Mais à cet instant précis, l'autorité avait circulé par moi et non par lui. Les premiers détournements. Une semaine plus tard, David m'a transféré un projet de budget avec une note. « Tu peux arranger ça avant que je l'envoie plus haut ?» Il croyait déléguer vers le bas. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'en faisant passer son propre travail par moi, il me transformait en filtre. Chaque ligne, chaque priorité, chaque allocation, ma main les avait touchées avant qu'elles ne sortent marque du bâtiment. Son approbation n'était qu'un écho de la mienne. Les premiers détournements. Il aimait se vanter en réunion, lançant des promesses intenables,
puis me laisser démêler le chaos derrière. Je le laissais faire. Parce qu'à chaque excès, quelqu'un venait discrètement me demander comment réparer. Et chaque fois que j'offrais une suggestion utile, la solution passait par moi. Bientôt, on ne perdit même plus de temps à attendre ses réponses. On venait directement vers moi avant que les dégâts ne se propagent. Les premiers détournements, je ne faisais pas de bruit, je ne le corrigeais pas en public, je ne le défiais pas devant les autres. Je le laissais briller, parler, croire qu'il tenait la barre. Mais sous la surface, chaque levier, chaque roue, chaque compas pointait vers moi. Lui était capitaine sur le papier. Moi, j'étais le courant qui portait le navire là où je voulais, les premiers détournements. Même son assistante a fini par suivre sans en avoir conscience. Un après-midi, elle a déposé une pile épaisse de notes de frais sur mon bureau. « Je sais que tu feras passer ça plus vite », dit-elle avec un sourire fatigué. Je les ai approuvées, mettant les importantes au-dessus et laissant les autres s'enliser. Elle m'a remerciée, soulagée, et dès ce jour, elle est venue me voir en premier. L'assistante de David elle-même avait déplacé son allégeance sans jamais le déclarer. Les premiers détournements. Il ne s'agissait jamais de lui voler son poste. Cela aurait été trop visible. Mon objectif était plus subtil, faire en sorte que tout le système s'articule autour de moi pour qu'au moment où il s'en rendrait compte, les canaux de pouvoir soient déjà durablement redirigés. Et plus il comptait sur moi pour l'aider, plus je devenais invisible. À ses yeux, je n'étais qu'un vestige, un employé ancien qui arrondissait les angles. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que ces angles devenaient à moi des murs, et que ces murs se refermaient sur lui. Premier détournement. À la fin de ce trimestre, plus de la moitié de ses validations officielles étaient passées d'abord par mes mains. Il croyait diriger. En réalité, il répétait ma voix, mes décisions, mon rythme. L'autorité n'était plus la sienne. Elle avait été redirigée, en silence, avec une précision chirurgicale, vers moi. Et personne n'y trouva rien à redire. Plus je redirigeais, plus cela devenait facile. Les petits services se transformaient en habitudes silencieuses et les habitudes en rythme quotidien du bureau. Un contrat client nécessitait une révision de dernière minute. On me l'envoyait sans hésiter. Un fournisseur exigeait des précisions sur les tarifs. C'est mon téléphone qui sonnait, pas celui de David. Chaque fois, je répondais calmement, efficacement, et l'affaire avançait. L'inertie s'installe. Je ne cherchais pas l'autorité, je la laissais simplement venir à moi. Les équipes comprirent vite que pour obtenir des décisions rapides, elles devaient venir me voir. Pour la confusion et les retards, elles allaient mal être vers lui. Personne ne le disait à voix haute, mais le schéma était évident. Le flux d'informations, le sang vital de toute entreprise, contournait sa boîte mail pour tomber dans la mienne. L'inertie s'installe. Ce n'était pas du sabotage. Je ne l'empêchais jamais, je ne lui retirais aucun accès. Je laissais simplement le bureau décider en qui il avait confiance. Ils avaient des délais, des objectifs, des clients pressants. Ils n'avaient pas le temps pour quelqu'un qui hésitait à chaque question. Ils avaient besoin de clarté. Et la clarté, chaque fois, venait de moi. L'inertie s'installe. Même son assistante glissa davantage de mon côté. Au début, elle ne déposait que des notes de frais sur mon bureau. Désormais, elle me confiait tout. Modification de calendrier, demande de voyage, jusqu'au rappel personnel qu'elle n'osait pas avouer, ne pas savoir gérer seule. Quand elle avait besoin d'une solution, c'est vers moi qu'elle se tournait, pas vers son propre patron. L'inertie s'installe. L'autorité n'est pas quelque chose que l'on arrache, c'est quelque chose que les autres vous remettent quand ils sont désespérés de trouver de la compétence. À la fin du mois, le bureau n'attendait plus les validations de David. Il ne faisait même plus semblant. Tout passait par moi naturellement, comme l'eau qui suit le chemin le plus simple. Et David, trop occupé à savourer son titre, ne voyait rien. Lorsqu'il s'en rendit compte, il avait déjà perdu ce qui donnait un sens à son rôle. Cela commença dans les plus petites fissures, celles que personne ne remarque, jusqu'à ce qu'elles s'élargissent. David entra un lundi en réunion persuadé de contrôler l'ordre du jour. Mais les diapositives étaient déjà finalisées. Les chiffres avaient été vérifiés, les stratégies alignées,
les décisions prises avant même qu'il ne franchisse la porte. Il s'éclaircit la gorge, tenta de diriger la conversation, mais la salle avançait sans lui, comme s'il n'existait pas. Les questions qui auraient dû atterrir sur son bureau se posaient une au mien. On n'attendait pas son approbation, un simple signe de tête de ma part suffisait pour continuer. Le démaillage. Je me souviens d'une revue trimestrielle où il voulut présenter une nouvelle initiative ambitieuse. Il déroula ses points avec l'assurance d'un homme convaincu que personne n'oserait le contredire. Mais à mi-parcours, une manager leva la main. « Nous avons déjà mis en place l'alternative suggérée par Sarah il y a 2 semaines, dit-elle. » Le silence tomba. David balbutia, tenta de se rattraper, mais le mal était fait. Son idée n'était pas rejetée, elle était devenue superflue. Le démaillage, même son assistante trahit le basculement sans s'en rendre compte. Lors d'une préparation exécutive, elle me remit ses notes de discours en chuchotant « Tu sauras quoi couper ». David le vit, et le bref éclat dans ses yeux révéla ce qu'il refusait d'admettre. Son équipe me faisait confiance pour filtrer ses mots. Quand il monta sur l'estrade, les lignes qu'il prononça avaient été réécrites par ma main. Le démaillage. Après coup, il venait vers moi avec des sourires crispés. « Merci d'avoir lissé ça, » disait-il, feignant le travail d'équipe. Mais la vérité le rongeait, il ne lissait rien. C'était moi qui façonnais tout, et lui ne faisait que répéter mes corrections. Le démaillage. Sa confiance, autrefois bruyante et arrogante, commença à vaciller. Je le voyais dans sa posture, dans la manière dont il vérifiait son téléphone en réunion, comme s'il cherchait une autorité dans des messages non lus. Mais aucun courriel ne pouvait lui rendre ce qu'il avait déjà perdu. L'autorité ne s'écrit pas dans une ligne d'objets, elle se gagne dans la confiance, et toute cette confiance coulait vers moi. Le démaillage. Quand un autre trimestre se clôtura, David n'était plus directeur que de nom. Son titre brillait encore dans l'annuaire, mais le bureau était passé à autre chose. Il n'avait pas perdu sa chaise. Il avait perdu la toile qui lui donnait du sens. Et sans cette toile, il n'était plus qu'une figure décorative, observant une machine qu'il ne comprenait pas fonctionner sans lui. Cela ne s'est pas produit avec une annonce ni une confrontation. Cela s'est fait en silence, presque poliment, comme si le bureau avait collectivement décidé d'arrêter de faire semblant. Un matin, David arriva en retard à une réunion de direction, veste de costume encore sur le cintre du pressing, café renversé sur ses notes. Il tenta d'ouvrir la séance avec autorité, mais la conversation avait déjà commencé sans lui. Les mises à jour étaient l'eau partagée, les calendriers ajustés, les validations confirmées, tout à mon signe de tête, pas au sien. Il s'assit, écouta et comprit que la réunion n'avait plus besoin de lui. L'effondrement silencieux. Au fil des semaines, sa présence s'amenuisa. D'abord, il traînait dans les couloirs, forçant des banalités, essayant de rappeler qu'il était aux commandes. Mais ses mots tombaient à plat. Les gens souriaient poliment, puis retournaient à leur vrai travail, celui qui passait par moi. Bientôt, il cessa de traîner. Il sauta des réunions entières pour découvrir que personne ne le remarquait. Les projets avançaient, les clients étaient main servis, les équipes prospéraient, sans sa signature. L'effondrement silencieux. Son assistante commença à garder sa porte fermée, store tiré, affirmant qu'il travaillait à distance, alors qu'il était assis à l'intérieur, figé devant un brouillon inachevé. Des rumeurs circulaient doucement. Peut-être passait-il des entretiens ailleurs, peut-être allait-il partir. Mais il n'y eut ni annonce officielle, ni mail d'adieu, ni poignée de main. Un jour, il n'était simplement plus là. Son bureau vidé comme le mien l'avait été autrefois. L'effondrement silencieux, la différence, c'est que lorsqu'ils m'ont effacé, ils croyaient m'avoir affaibli. Quand lui a disparu, il n'y avait plus rien à effacer. Son titre resta encore un temps sur l'organigramme, mais ce n'était plus que de l'encre sur du papier. Je n'ai pas pris son poste. J'ai pris tout ce qui lui donnait du sens. Et il s'est éteint, non pas dans le fracas, mais dans le silence. Avec le recul, je réalise que je n'ai jamais eu besoin d'élever la voix, jamais eu besoin de me battre ouvertement. David avait le bureau, le titre, la lumière des projecteurs, et je n'y ai pas touché. Ce que j'ai pris était invisible, la confiance, l'influence,
L'autorité qu'aucune fiche de poste ne peut capturer. Les titres se distribuent comme des trophées bon marché. Le vrai pouvoir doit se mériter, et une fois acquis, il ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un de nouveau s'assoit dans votre fauteuil. Réflexion and conséquence. Je n'avais pas besoin d'une vengeance qui réduise tout en cendres. J'avais besoin d'une précision qui ne laisse aucune trace, sinon le silence de celui qui ne compte plus. David pensait qu'en me remplaçant, il m'effacerait. En réalité, c'est lui qui s'est effacé. Moi, je suis resté solide, invisible, incontesté. Voilà la vérité sur l'autorité au travail. Vous n'avez pas besoin de la couronne si tout le monde s'incline déjà quand vous parlez. Ils pensaient qu'en m'effaçant, ils me briseraient. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est ôter l'illusion et révéler la vérité. Le vrai pouvoir n'a jamais résidé dans un bureau d'angle, n'a jamais été gravé sur une plaque dorée, n'a jamais obéi à un titre. Le vrai pouvoir vit dans la confiance, dans l'influence, dans ces réseaux silencieux qu'on ne peut ni voler ni acheter. En repensant à ce qui s'est passé, je comprends que cette histoire ne parle pas seulement de moi. Elle révèle la manière dont le pouvoir fonctionne dans les entreprises du quotidien. Trop souvent, nous croyons que l'autorité vient de la voix la plus forte ou du titre le plus visible sur l'organigramme. Mais la vérité, c'est plus discrète. L'autorité se construit par des années de fiabilité, par l'accumulation subtile de confiance, par des relations qui survivent aux promotions superficielles. David croyait avoir gagné parce qu'il avait le titre. En réalité, il avait déjà perdu, car la toile invisible qui faisait tourner l'entreprise avait choisi son chemin. Et ce chemin ne passait pas par lui. La leçon morale est simple, vous n'avez pas toujours besoin de confrontation, de sabotage ou de drame pour que quelqu'un subisse les conséquences de ses actes. Parfois, la vengeance la plus efficace est une redirection silencieuse. Laissez l'arrogance se dévoiler d'elle-même. Laissez l'incompétence s'effondrer sous son propre poids. Tout ce que j'ai fait, c'est continuer à travailler comme toujours, calme, stable, compétent. Avec le temps, cela l'a effacé bien plus sûrement que n'importe quelle bataille ouverte. Pour la vie d'aujourd'hui, le message est clair. Ne confondez jamais visibilité et valeur. Vous n'obtiendrez pas toujours la reconnaissance que vous méritez, mais si les gens vous font confiance, s'ils dépendent de vous, votre influence sera plus forte que n'importe quel titre. Construisez cette toile invisible et personne ne pourra vous effacer. Comment? Commencez dès aujourd'hui. Identifiez une personne dans votre environnement de travail qui vous fait confiance et renforcez ce lien. Misez sur la clarté et la compétence dans vos décisions quotidiennes. Devenez celui ou celle sur qui l'on s'appuie. Exercez votre patience. Ne courez pas après la reconnaissance. Laissez l'autorité s'accumuler en silence. Si vous avez déjà vu l'arrogance s'effondrer sous son propre poids, partagez votre histoire en commentaire. Et si vous avez trouvé de la valeur ici, abonnez-vous pour ne rien manquer de la prochaine leçon sur le pouvoir et la vengeance silencieuse.